De Charles Baudelaire. On va s'intéresser plus particulièrement aux fleurs du mal. Donc je vous offre cette conférence Histoire des fleurs du mal de Charles Baudelaire. Hommage à Charles Baudelaire, on en parlera de la genèse du recueil Les fleurs du mal en ce jour si particulier. Et je donne cette conférence en mon nom propre et au nom surtout de la Société internationale des amis de Charles Baudelaire qui vient d'être créée, qui a été créée ce matin au cimetière du Montparnasse. D'ailleurs, immédiatement après la conférence, les responsables dont je fais en fait partie, même moi l'irresponsable, je fais partie des responsables de cette association, n'est-ce pas? Et nous aurons une réunion à 17h30 par Zoom. Voilà. Donc c'est parti. Donc nous allons étudier, nous n'allons pas étudier, nous allons peut-être découvrir ou évoquer l'œuvre de Baudelaire. Donc Baudelaire, que nous fêtons aujourd'hui, est un immense poète, un grand écrivain, mais aussi un grand penseur. Et quelqu'un qui finalement est toujours là où on ne l'attend pas. C'était quelqu'un pétri de contradictions finalement, mais ce sont des contradictions, on va le voir, qui ont été extrêmement fructueuses. Donc, pourquoi Baudelaire est aussi connu? Bien parce qu'il y a tout un tas de planètes dans l'œuvre de Baudelaire. Baudelaire, c'est un soleil, mais autour duquel étaient satellisées Les fleurs du mal, le livre en vers que vous connaissez, le spleen de Paris sous-intitulé, donc sous-titré Les petits poèmes en prose. D'accord? Donc les deux titres existent, mais en fait c'est plus le spleen de Paris, ce sont les poèmes en prose, les 50 ou 51 poèmes en prose, on en parlera tout à l'heure. Baudelaire était aussi un fin connaisseur de l'art et quelqu'un d'assez novateur, parfois d'assez destructeur aussi dans son avancée de la chose, mais il a beaucoup réfléchi à l'art en général et à l'art de son temps en particulier, et on lui doit la notion de modernité. Il a écrit donc les salons, des commentaires et critiques artistiques et esthétiques. Il a été aussi le traducteur de certaines des œuvres d'Edgar Poe, notamment les 50 histoires extraordinaires et aussi, encore d'autres choses. Il n'a pas traduit tout Edgar Poe, mais il l'a fait avec brio. Et c'est à la fois du Edgar Poe, on va dire, et du Charles Baudelaire en même temps. C'est une recréation qui est tout à fait savoureuse. Mentionnons aussi les essais, son œuvre de jeunesse qui est plus assez autobiographique, La Fanfarlot, qui est intéressant. Et puis bien sûr les paradis artificiels qui sont une œuvre qui est une réécriture de Thomas de Quincey, Les confessions d'un Anglais mangeur d'opium, et aussi la reprise d'un certain nombre d'observations qu'il a faites lui-même quand il a lui-même expérimenté ou observé au cours des séances chez Théophile Gautier au Club des Hachichans. Comme vous le voyez d'emblée, Charles Baudelaire, en fait, c'est tout un système solaire, mais en fait c'est toute une galaxie. On ne se rend pas compte de toutes les multiples interactions que les choses peuvent avoir les unes avec les autres. Et nous allons nous concentrer sur les fleurs du mal, parce que c'est le sujet que je connais le mieux, quoique très modestement, je vous le redis, je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur, certes passionné, mais la plupart d'entre vous le savent, je ne suis pas littéraire, je suis un scientifique. Mais on va quand même s'intéresser de plus près maintenant à Baudelaire et aux fleurs du mal. Donc comme un petit système solaire, enfin un grand système solaire en fait, avec beaucoup de choses qui sont en interaction finalement. En préambule, donc, à un hommage à Baudelaire et à l'ouvrage Les fleurs du mal par un scientifique. Tiens, c'est vrai ça, au fait. Quel intérêt je peux trouver à la littérature? Quel intérêt un scientifique ou même Monsieur Tout-le-Monde peut-il trouver? Face à la littérature de consommation d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous détailler ce que ça veut dire. Face à la littérature de consommation, quel intérêt effectivement un scientifique peut-il trouver ou même Monsieur Tout-le-Monde peut-il trouver? Eh bien, tout d'abord, je pense que au-delà de la dimension du rêve, il y a cette dimension, si vous voulez, du mot qui roule sous la langue, du beau verbe et de la maîtrise du langage. Peut-être pour être plus complet, mais pas seulement. Aussi et surtout peut-être parce que le langage structure la pensée.
Rappelons ici les valeurs des formalistes de 1850, travail, maîtrise, rigueur. Des choses qu'il serait bon de remettre en ordre immédiatement dans nos collèges et nos lycées, de toute urgence. Comme le disait Boileau, je vous en prie, coupez vos micros s'il vous plaît, merci. Comme le disait Boileau dans l'art poétique, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Dès lors, s'intéresser à la poésie, ça peut être pour la maîtrise de la rythmique langagière, comme élégance et comme intelligence pénétrante. Sans être précieux, il faut reconnaître que notre monde manque d'intelligence et d'élégance aujourd'hui. Vous savez bien qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Pour maîtriser cet art de la concision en même temps que de la profondeur, et puis peut-on imaginer un discours un peu sérieux, notamment les sciences, sans langage, et le discours de Monsieur Tout-le-Monde. Ensuite, je pense que la poésie est intéressante pour la maîtrise de sa propre pensée magique. Et oui, lire et éventuellement écrire de la poésie permet de mieux se connaître. Et là, on est plus dans la veine, si vous voulez, à la fois sensuelle et de spiritualité. Effectivement, la portée spirituelle de l'œuvre de Baudelaire est tout à fait considérable et permet de beaucoup mieux se connaître, d'explorer ses états intérieurs, de transformer in fine sa propre pensée magique en émerveillement et poésie, et plus exactement, d'amoindrir le poids de nos attachements à certains concepts, éventuellement magiques, et permettre en confiance l'élévation au sens spirituel. Baudelaire nous dit, dans Élévation, que je vous dirai tout à l'heure, « Heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins. » Cette phrase peut être prise évidemment selon différents angles d'attaque. On peut tout à fait la prendre aussi sous le jour spirituel. Et enfin, la poésie permet de fabriquer des connexions, c'est-à-dire des correspondances dans notre perception de l'existence. Cet enrichissement intérieur nourrit l'homme qui n'a dès lors plus besoin de s'abreuver non plus à la pensée magique. Enrichissement de notre perception de l'existence, je cite, dans une ténébreuse et profonde unité. Fin de citation, c'était Baudelaire dans Correspondance. Comme on le voit au passage, sans trop se creuser la tête, les notions spirituelles, notamment, d'élévation et de correspondance émergent d'elles-mêmes. Nous en reparlerons plus loin. Il s'agit donc en fait d'un travail d'alchimiste transformant le vil plomb de la pensée magique ou des croyances, donc de la pensée magique, dans l'or de l'idéal. Il nous dit « Et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. » Vous voyez qu'il y a toute une richesse derrière la poésie, et en particulier la poésie de Baudelaire, et que l'on peut la goûter comme un mets absolument raffiné. Si vous pouviez couper vos micros, merci. Justement, je vais commencer par mon poème préféré. Le poème Élévation, qui est le poème numéro 3 de Spleen et Idéal des Fleurs du Mal. Voilà. Élévation. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meuses avec agilité, et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins, qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Enfin, je pense que le scientifique et tout homme ou femme de notre temps peut trouver un intérêt à la poésie tout simplement parce qu'il ne veut pas se priver de quelque chose de beau et qui lui parle. Ainsi,
beaucoup plus loin dans le temps, Omar Khayyam, qui était philosophe, poète, astronome et mathématicien persan, qui vécut de 1047 à 1122 à Nitchapour. Il a vécu à Samarcande et à Ispahan. Il est devenu directeur de l'observatoire d'Ispahan. C'était un penseur d'une grande lucidité sur l'existence. Par exemple, quand il disait, citation avec laquelle je suis en complet accord, il disait avant notre venue au monde, rien ne lui manquait au monde. Après notre départ, rien ne lui manquera non plus. Il était d'une très grande lucidité, c'était quelqu'un de très profond. Et surtout, il aimait la vie, et il aimait par-dessus tout l'astronomie, la poésie, les mathématiques, le vin et les femmes. Pour moi, il avait tout compris. Et puis, que serait l'esprit scientifique sans culture? J'aime pas ça. Il y a un Arsène qui se... C'est bon, ça s'est calmé. Et au-delà de tout ça, quel intérêt peut-on trouver à la poésie de Baudelaire? L'intérêt que j'y trouve avec admiration, le voici. Vous allez tout de suite comprendre. Je suis comme ce chat qui contemple Baudelaire, effectivement, qui contemple le tigre. À propos de la poésie de Baudelaire en particulier, il est une confession que je dois vous faire. Prenez ceci en tant que confession d'un astronome lecteur de Baudelaire. Baudelaire m'apparaît comme le poète du cœur profond et de la condition humaine à la fois. Il ne s'agit pas là uniquement de tous les aspects de l'extrême densité et de la sensualité saturée de son style d'écriture que l'on trouve en maint endroit, reconnaissable entre 10 000 et dont nous allons très abondamment parler dans quelques instants. Cela dit, il me faut quand même insérer un petit commentaire de fond sur ce point. Parce que la plupart, je pense, d'entre vous a lu Les Fleurs du Mal. Certes, Baudelaire a aussi commis des vers plats, qu'on ne peut, entre guillemets, sauver. Des vers qui se fondent dans la masse versifiée de son siècle. C'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Arsène. On peut même être engourdi, ennuyé par leur ronronnement, leur entêtement, et parfois lassé par d'autres vers que l'on pourrait même qualifier de pompiers, comme l'avait d'ailleurs énoncé Christophe André un jour dans une émission de télévision en parlant du début du poème Bénédiction. C'est vrai, je ne le nie pas. Mais cette trame de vers est un fond plus uniforme, d'où jaillissent d'autres vers, extrêmement lumineux et inoubliables, ceux-là, qui sont les étoiles de son ciel. À l'image des cristaux d'olivine dans la matrice métallique d'une météorite dite palasite, le beau est toujours bizarre. C'est une coupe de météorite, d'une roche, et vous voyez les beaux cristaux qui ressortent particulièrement sur le fond beaucoup plus terne de métal de la météorite. La poésie de Baudelaire, c'est un petit peu la même chose. C'est un mélange qui crée un style quelque part. Le mélange, c'est la marque d'un style profond. Cette inhomogénéité provient en partie de la difficulté à créer chez Baudelaire, et cela participe à son secret. Jetons un coup d'œil à un petit extrait du livre de Roberto Calasso. Je vous en cite un court paragraphe où justement il parle de la création des vers chez Baudelaire. Je cite. Chez Baudelaire, le flux des vers était irrégulier. Il jaillissait d'un dispositif grinçant, souvent coincé, en partie rouillé. L'une de ses vertus particulières était un certain manque de souplesse dans la production de vers. Ainsi qu'il l'écrivait à son éditeur, Poulet-Malassis, « Croyez-vous donc que j'ai la souplesse de Banville ?» Fin de citation. Banville, Théodore de Banville, son ami. On n'a aucune peine à le croire lorsque Baudelaire écrit, je cite, « Je m'escrime contre une trentaine de vers insuffisants, désagréables, mal faits, mal rimants. » Fin de la citation de Baudelaire. Pour son ami Banville, au contraire, les mots coulaient sur commande. C'était un distributeur automatique de vers qui aujourd'hui glisse sur le lecteur sans laisser en général aucune trace. Alors que les vers mémorables de Baudelaire sont autant de jeans qui s'échappent occasionnellement d'un laboratoire encombré de fils à découvert et de flacons de colorants. Dans un coin, un lit de camp défait. On voit bien, fin de citation de Calasso, donc on voit bien effectivement qu'il y a chez Baudelaire une recherche parfois grinçante, mais c'est aussi cela qui fait le style d'un
d'un véritable artiste. C'est aussi dans ses contradictions et dans le fait que certaines contradictions ne sont jamais résolues. D'emblée, la poésie et l'univers de Baudelaire me renvoient à l'immédiate vérité intérieure. Baudelaire fit véritablement invention de l'instant présent, de l'ici et maintenant. De l'ici et maintenant en sensibilité. Et parfois, souvent d'ailleurs, comme un choc. Comme dans le poème À une passante, qui fait partie des tableaux parisiens, où il a beaucoup travaillé sur l'idée de la caricature, presque le coup de crayon pris sur le vif, et le choc. Ce retour à la sensibilité à l'ici et maintenant. D'ailleurs, rarement Baudelaire a été aussi clair et si profond que dans la citation suivante, quand il dit « Je me suis contenté de sentir ». La citation complète, il nous dit « Condamné sans cesse à l'humiliation d'une conversion nouvelle, j'ai pris un grand parti. Pour échapper à l'horreur de ces apostasies philosophiques, je me suis orgueilleusement résigné à la modestie. Je me suis contenté de sentir. Je suis revenu chercher un asile dans l'impeccable naïveté. » Eh bien, cet aspect de l'ici et maintenant, comme un coup de tonnerre, comme un choc, ceci est très bien illustré par le sonnet À une passante que je vais vous dire maintenant. C'est un sonnet qui n'existait pas dans la première édition des Fleurs du Mal et qui a été écrit pour la version de 1861. À une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Bien entendu, sur le plan du caractère, des idées, de la métaphysique, il est certain que Baudelaire et moi-même, nous nous serions horriblement déchirés. Il m'aurait peut-être même bouffé, à l'image du tigre qui, s'il avait été vivant et pouvait sortir du tableau, ne ferait que quelques bouchées du pauvre chat. C'est chiant cet Arsène, je suis obligé d'attendre. Je sais pas comment faire. Désolé, hein, on essaye de régler le problème technique, de voir d'où il vient, hein, c'est pas évident. J'ai tout coupé? Oui, celui-là. Non. Parce que du coup, ils vont t'entendre et toi, tu n'entendras pas de retour. Sinon. Ouais, bon ben là ça va mieux. Ok, donc bien entendu, voilà, je reprends. Sur le plan des idées, du caractère, de la métaphysique, il est certain que Baudelaire avait un caractère impossible et que c'était un tigre par rapport au petit chaton que je suis. De plus, Baudelaire n'a jamais écrit de poème astronomique, par exemple, domaine dans lequel Victor Hugo a été bien mieux inspiré. Et oui, Baudelaire clamait que la didactique est la plus grande ennemie de la poésie. La didactique, c'est le fait de raconter de façon très scolaire, en fait, envers ce qui tombe sous le compas de la science. Il clamait que c'était la plus grande ennemie de la poésie. Eh bien, du point de vue de son référentiel intérieur et statique, égocentrique et narcissique aussi, je lui concède que ce serait vrai. L'univers intérieur, immédiat et ressenti, n'a que faire de science et de didactique. Citation. « Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes. » Fin de citation, donc dans L'homme et la mer, des Fleurs du Mal. Si je retourne le regard vers mon intérieur et laisse tomber tout masque d'hypocrisie, je dois me rendre à l'évidence.
Baudelaire, poète du cœur profond, a vu juste. Il est en effet probable que notre inconscient, voire notre esprit, ait besoin de la stable structure toute minérale de féeriques palais, éternels et muets ainsi que la matière, dont il nous parle si bien. Par ailleurs, quand Baudelaire fait le choix métaphysique de partir à la découverte du mal pour en extraire toute la beauté, il explore alors la terra incognita que Freud appellera quelques années plus tard l'autre scène, c'est-à-dire l'inconscient. Prenons à présent le temps d'une conférence pour explorer le jardin où nous entendrons tout à l'heure l'épanouissement de quelques-unes parmi les plus belles des fleurs du mal. Donc cet hommage à Baudelaire, bien sûr, pour célébrer sa naissance. Sur l'exposé, il faut que je vous dise quelque chose. Il me faut pour commencer vous rapporter une anecdote de la vie de Charles Baudelaire. Un épisode relatif à la première entrevue entre Baudelaire et Maxime Ducamp. Cette rencontre se déroule chez ce dernier. Et Maxime Ducamp nous raconte cette rencontre. Je cite. « Malgré la réserve naturelle à une première rencontre, notre entrevue fut cordiale. Le début de notre dialogue fut étrange. Baudelaire me dit « Monsieur, j'ai soif ». Je lui offris de la bière, du thé, un grog. Il me répondit « Monsieur, je vous remercie, je ne bois que du vin ». Je lui proposais à son choix du vin de Bordeaux ou du vin de Bourgogne. Baudelaire répondit « Monsieur, si vous le permettez, je boirai de l'un et de l'autre ». Fin de citation. Donc dans le présent exposé, je produirai donc mon exposé sous deux aspects de présentation. Celle d'une conférence reposant sur le verbe, forme à laquelle nos amis littéraires sont parfaitement habitués. Mais cet exposé sera habillé d'un accompagnement visuel digne des conférences scientifiques reposant sur l'image, forme qu'affectionnent particulièrement les scientifiques et leur public habituel. À choisir entre ces deux formes, nous prendrons donc des deux. Donc cet hommage à Charles Baudelaire en guise d'introduction. Je souhaite rendre un hommage particulier aussi à l'ouvrage immortel Les Fleurs du Mal, l'ouvrage en vers de celui que, très personnellement, je considère comme le plus grand poète français de tous les temps et de tous les univers. Charles Baudelaire. Il est le poète que je préfère du point de vue de la poétique et de son exploration, en un mot, de sa recherche. Une recherche de la beauté qui naît de la souffrance. Les fleurs du mal en particulier débordent la vie. Elles attestent d'un savoir plus vaste que les expériences d'une vie. Les fleurs du mal, le livre le plus édité et le plus traduit au monde, hormis 2 ou 3 livres sacrés. Nous pourrions passer beaucoup de temps, en guise d'introduction, à présenter ce que Paul Valéry, dans une conférence de 1924, appelait la situation de Baudelaire. Charles Baudelaire, en effet, fait partie de la génération qui succède aux puissants créateurs que sont Balzac ou Hugo. Avec Lecomte de Lille, Fromentin, Flaubert, Renan, Courbet, bien d'autres, Baudelaire appartient à ces artistes qui, comme honteux de venir après les grands maîtres, vont remplacer la grandeur par le cynisme, la révolte par le mépris. Parlant de l'écriture des fleurs du mal dans son célèbre article intitulé « Situation de Baudelaire », Paul Valéry déclarait « Le problème de Baudelaire devait donc se poser ainsi, être un grand poète, mais n'être ni Lamartine, ni Hugo, ni Musset. » Fin de citation. Et d'ailleurs surtout pas Musset qu'il détestait. En effet, quand Charles Baudelaire aborda les rivages de la poésie française, les points cardinaux à l'horizontale s'appelaient Hugo, Lamartine, Musset, de Vigny. Toute position se définissait stricto sensu par rapport à eux. Autrement dit, Baudelaire devait trouver le chemin pour être un génie, en empruntant d'autres voies que celles d'un romantisme qui, dans la décennie précédant l'élaboration du recueil, venait de montrer ses limites et prêtait le flanc à de vives attaques et réactions. Il y parvint aussi en explorant la direction verticale, celle de la métaphysique, celle de l'analogie mise en œuvre dans le poème Correspondance et avec tout un jeu de correspondance par ailleurs. L'œuvre entière de Charles Baudelaire se trouve de fait marquée du sceau de la nécessité absolue de trouver du nouveau.
En effet, et c'était bien là la difficulté, nous pourrions caricaturer la situation en énonçant qu'avant Charles Baudelaire, tout a été dit. Mal dit, mais dit. Il faut surtout interroger, d'abord, la poésie des fleurs du mal, la poésie elle-même, qui, comme l'écrivit Dominique Rincé, ne se refuse pas au détour de son itinéraire d'inquiétude et de découverte de nous parler d'elle, sans jamais cesser de nous parler de lui, de nous parler de nous. Si la forme générale des poèmes des fleurs du mal est indéniablement classique, en revanche, comme l'a écrit Dominique Rincé, par un acte de foi inconditionnel dans le pouvoir transfigurateur du verbe, par cette affirmation de l'infaillibilité des images poétiques et de leur puissance de restitution d'une totalité que l'on pourrait croire perdue, Baudelaire s'arrache totalement au poids du classicisme. Baudelaire, en effet, comme garantie de la composition de son œuvre, s'en remet aux critères les plus classiques, et parfois même archaïsants. N'oublions pas qu'il était essentiellement au collège à Lyon, puis au collège Louis-le-Grand à Paris, latiniste, fort en thème, où il excellait. Il a reçu le 2e prix de vers latin en concours général. Son admiration a pu aller, au temps de ses débuts, vers Théophile Gautier, à propos duquel il écrit, je cite, « Il y a dans le style de Théophile Gautier une justesse qui ravit, qui étonne, et qui fait songer à ces miracles produits dans le jeu par une profonde science mathématique. Je me rappelle que très jeune, quand je goûtais pour la première fois aux œuvres de notre poète, la sensation de la touche posée juste, du coup porté droit, me faisait tressaillir, et que l'admiration engendrait en moi une sorte de convulsion nerveuse. Peu à peu, je m'accoutumais à la perfection, et je m'abandonnais au mouvement de ce beau style onduleux et brillanté. » Fin de citation de Baudelaire. Témoignage vibrant de notre poète, qui ne peut qu'appeler les nôtres à propos de ses ouvrages, en particulier ici, bien sûr, Les Fleurs du Mal. Il est question de sciences mathématiques. Je vais vous projeter les équations qui gèrent justement la lumière en électromagnétisme, qui, même si vous ne les comprenez pas, sont de jolis hiéroglyphes, n'est-ce pas? Justesse, perfection, rigueur, mathématiques même. Ce qui vous prouve au passage que Baudelaire n'était pas complètement fermé à l'idée d'un ordre du monde, et il n'était pas fermé à une certaine idée de la science. Rigueur, mathématiques même, autant de mots hérités de la tradition classique que Baudelaire n'hésite pas à adopter comme autant de garanties, sur le simple plan de l'écriture, de cette volonté de maîtrise et d'intelligence dont on perçoit combien elle est décisive pour la compréhension générale de son esthétique. Or, le poids de cet héritage classique est essentiel dans l'œuvre baudelairienne, tant il est consciemment assumé et revendiqué. Revendiqué par des déclarations avec lesquelles, au passage, je suis en accord complet, d'ailleurs. Des déclarations telles que celle-ci. Je cite Baudelaire. « Il est évident, écrit Baudelaire dans le Salon de 1859, que les rhétoriques et les prosodies ne sont pas des tyrannies inventées arbitrairement, mais une collection de règles réclamées par l'organisation même de l'être spirituel. Et jamais les prosodies et les rhétoriques n'ont empêché l'originalité de se produire distinctement. Le contraire, à savoir qu'elles ont aidé à l'éclosion de l'originalité, serait infiniment plus vrai. » Alors pour des plus jeunes qui nous écoutent, les rhétoriques et les prosodies, c'est tous les procédés de style qui permettent d'écrire en vers classique, tout simplement. Le fait de savoir ourler des alexandrins et de connaître les règles qui président à l'écriture du vers classique, avec tous les effets de style que l'on peut aussi inclure dedans. Il nous dit « Jamais ces prosodies et ces rhétoriques n'ont empêché l'originalité de se produire distinctement, et elles sont réclamées par l'organisation même de l'être spirituel. » C'est donc pour mettre la technique au service de l'esprit et du cœur de la poésie que Baudelaire a sciemment choisi de travailler son art et, quelque part, son être, puisque les deux sont indissociables à un certain niveau, d'abord dans le cadre de la poésie classique et formelle. En effet, comme le dit Serge Baudifier quand il se réfère à Malherbe comme à un maître,
Quand il dit admirer ces vers symétriques et carrés de mélodie. Quand Baudelaire revient en simulant pour l'essentiel à la forme ancienne du sonnet, il soumet, ce faisant, les élans de sa sensibilité exacerbée au défi de la maîtrise, défi du verbe à la vie, de la capacité du poète à transmuer en subtil alchimiste le vil plomb de la réalité douloureuse dans l'or de l'idéal. En subtil alchimiste. Et j'ajoute qu'avec Baudelaire, le travail d'alchimiste sur la subtile essence du verbe emprunte la voie renouvelée et approfondie du symbole, avec un travail d'une extrême acuité. Baudelaire va développer un certain nombre de procédés très importants qui procèdent de ce qu'on appelle sa sorcellerie évocatoire. Dans une recherche acharnée de nouveautés, des correspondances multiples se développent dans les fleurs du mal, et pas seulement dans le poème correspondance. Elles prennent la forme, par exemple, de sonates olfactives, comme dans le poème Parfum exotique. Je cite un tercet. Pendant que le parfum des verts tamariniers, qui circulent dans l'air et m'enfle la narine, se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Également d'aquarelles visuelles, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon et les soirs au balcon voilés de vapeur rose dans le balcon, ou encore, dans le crépuscule du matin, l'aurore grelottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la Seine déserte. Également de régal tactile dans le chat. Lorsque mes doigts caressent à loisir ta tête et ton dos élastique, et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique. Mais encore d'estampes musicales, comme dans le poème La vie antérieure, que je vous dirai tout à l'heure. Les houles enroulant les images des cieux, mêlées d'une façon solennelle et mystique. Ah non, c'est pas vrai. Il y a des bugs quand même. Hein. Désolé, je reprends. Les houles enroulant les images des cieux, mêlées d'une façon solennelle et mystique, les tout-puissants accords de leur riche musique aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. Tant d'images dynamiques par essence qui s'épanouissent très souvent dans le jeu de comparaisons variées et proliférantes. Les sensations s'enrichissent et se superposent. Il semble d'ailleurs que la polyphonie sensuelle du poème Correspondance, notamment, soit liée à l'incapacité d'en fixer aucune dans son essence, comme le fait remarquer Bernard Flageol. Je cite. Ce donjuanisme, pour les plus jeunes je rappelle, c'est-à-dire la recherche incessante de satisfaction narcissique au moyen de conquêtes amoureuses sans cesse renouvelées. Donc ce donjuanisme de la sensation n'est-il pas le symptôme d'une incapacité à fixer un émerveillement pour lui-même? Cela ne signifie-t-il pas que ce que l'on éprouve, loin de vous marquer pour de bon, vous renvoie indéfiniment au cycle des objets perdus, comme fait le désir lui-même, que rien ne comble à part ce ressort perpétuellement tendu vers un ailleurs? C'est peut-être ainsi qu'il faut lire les correspondances. Non pas seulement comme des métaphores où s'associeraient des mots et des registres, de façon horizontale ou de façon verticale selon la théorie des analogies, mais aussi comme une dynamique somme toute douloureuse. Je vais à présent vous dire le poème Correspondance. Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Nous pourrions multiplier les analyses très complexes des nombreuses figures de style, notamment l'oxymore, ô fangeuse grandeur, sublime ignominie, dit-il dans « Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle ».
beaucoup de figures de style, mais qui montreraient toutes l'extrême attention que portait Baudelaire aux détails et à leur retentissement sur l'ensemble des poèmes, du poème d'abord et des poèmes ensemble. Parallèlement, des termes désignant des éléments de la vie moderne et technologique font une apparition fracassante dans les poèmes de Charles Baudelaire. Gaz, charbon, wagon, autant d'éléments d'une nouveauté percutante à l'époque, et dont l'effet frappant s'est forcément fortement émoussé depuis pour les lecteurs que nous sommes, avec le décalage temporel. Concernant la modernité de ces textes, nous examinerons aussi plus loin, d'une part, l'impact dans les poèmes de Baudelaire du déplacement du lieu de la poésie et l'importance de la ville, de Paris, et d'autre part, en conséquence, de l'inscription temporelle, de la mise en histoire de la poésie. La ville est d'autant plus inscrite dans l'histoire que Baudelaire, je vous le rappelle, vit à l'époque du baron Haussmann. Il nous dit dans le poème Le Cygne, « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. » Tous ces éléments participent à la sorcellerie évocatoire dont rêvait Charles Baudelaire. Je vais justement vous dire le poème La vie antérieure, sonnet des fleurs du mal, qui reprend les estampes musicales chères à Baudelaire. Poème qui avait d'abord été publié dans une revue, la Revue des Deux Mondes, en 1857, et qui occupe le numéro 12 des Fleurs du Mal dans la version de 1857. La vie antérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux, et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil, le soir, aux grottes basaltiques. Les houles enroulant les images des cieux mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs et des esclaves nus tout imprégnés d'odeurs, qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Paru pour la première fois en 1857, en plein milieu du XIXe siècle, le recueil des Fleurs du Mal est en fait l'œuvre de toute une vie. Ses poèmes les plus anciens remontent à 1845, et même le premier de ces poèmes pour lequel nous disposions d'une date sûre est « À une dame créole », qui a été écrit pour Madame Otard de Bragard, c'était le 20 octobre 1841, quand Baudelaire a été contraint de faire un voyage sur le paquebot des mers du Sud. Il avait été embarqué par sa famille sur un paquebot à destination de Calcutta, qu'il n'a jamais atteint d'ailleurs. Il est revenu avant. Et donc, contrairement à ce que prétend une légende populaire sur l'écriture de Baudelaire, une légende particulièrement tenace, jusqu'à sa mort, Baudelaire songera à compléter le recueil en vers et à l'enrichir. On retrouve l'écriture parallèle des Fleurs du Mal et du Spleen de Paris en de nombreux points, c'est-à-dire l'écriture en vers classique et l'écriture en prose. Baudelaire se plaisait à explorer toutes les dimensions possibles. C'est toute sa personnalité, ce sont toutes ses expériences existentielles des plus sombres aux plus exaltantes qui s'y trouvent ramassées et épurées au feu de la puissance verbale. Ce passage célèbre de sa lettre du 18 février 1866 à son tuteur, le notaire Ancel, révèle l'ampleur et l'authenticité de son entreprise. Je cite. « Faut-il vous dire, à vous qui ne l'avez pas plus deviné que les autres, que dans ce livre atroce, j'ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion, entre parenthèses travestie, toute ma haine. » Fin de citation. Quelques décennies plus tard, l'un des tenants et représentants les plus éminents de la poésie pure, Paul Valéry, lui rendra cet hommage. Je cite. « Les Fleurs du Mal ne contiennent ni poème historique ni légende, rien qui repose sur un récit. On n'y voit point de tirade philosophique. La politique n'y paraît point. Les descriptions y sont rares et toujours significatives. Mais
tout y est charme, musique, sensualité puissante et abstraite, luxe calme et volupté. » Fin de citation. Mais cette perfection n'est ni froide ni figée. Elle vibre au contraire et frémit de tous les élans du cœur et de l'âme. C'est justement dans l'équilibre tendu entre les impulsions, les soubresauts de l'affectivité et la rigueur calculée, superbement maîtrisée de l'expression, que réside toute l'originalité de Charles Baudelaire. Originalité fondatrice, idéale, qui construit un modèle esthétique pour toute la poésie moderne, à l'exemple de celle de Malherbe pour la poésie classique. La modernité dont Baudelaire salue l'émergence chez des artistes contemporains, Delacroix, Constantin Guise, Daumier et plus tard Manet et Cézanne, cette modernité naît de la double leçon romantique et formaliste. Cette modernité se vaudra un romantisme maîtrisé, débarrassé de ses conventions et infléchi dans le sens d'une plus grande conscience des pouvoirs de l'art. Parlons de la modernité de Baudelaire du point de vue de la poétique. La poésie des Fleurs du Mal est un alliage d'ancien et de moderne, de Parnasse et de romantisme. Cela revoit aussi à l'homo duplex. En particulier, Baudelaire rénove l'alexandrin et lui donne toute la force des enjambements. Repérons quelques procédés de sorcellerie évocatoire avec d'abord les effets de choc. L'emploi de voiries dans le cygne, par exemple. Les figures synesthésiques, par exemple, le sombre ouragan. Il y a des alliances d'archaïsme et d'audace de lexique. Je vous l'ai dit tout à l'heure du point de vue du lieu de la poésie dont le lieu est la ville et non plus la nature immémoriale ou du moins cyclique. On assiste à une mise en histoire de la poésie avec ce changement de lieu, qui n'est pas sans conséquences. Quelques conséquences, justement, la conscience d'un vieillissement. D'où les figures de la caducité, vieillard, petite vieille, jusqu'à l'hyperbolisation quand il nous dit « j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ». L'ironie et le sarcasme semblent parfois seuls à prévaloir désormais. Dans le traitement du registre amoureux et d'éros, le plus souvent, l'amour est ancré dans le tragique. Étrange cruauté, signe d'exaspération métaphysique, voire parfois le recours au meurtre, comme dans « À une Madone ». Il y a bien réalisation de l'amour, mais dans ce cas rétrospective, quand il dit par exemple dans Le Balcon « Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses ». Enfin, le passage du temps, la présence de la mort et de Thanatos, c'est le rappel de la finitude. Écrire et se confronter à la finitude. Tous les écrivains, peut-être qui m'écoutent, le savent bien. Le sujet se découvre dans une conscience de la mort qui concerne son propre corps, comme dans le poème « Une charogne ». Citation. « L'allégorie baroque ne voit le cadavre que du dehors. Baudelaire le voit aussi du dedans, nous dit Walter Benjamin. Et cela se produit dès le début des Fleurs du Mal dans le poème au lecteur, quand il nous dit « Et quand nous respirons la mort dans nos poumons, descend fleuve invisible avec de sourdes plaintes. » En complément de tout cela arrivent des poèmes tels que Le squelette laboureur et en symétrique le rappel à l'ordre de l'horloge à la fin de Spleen idéal. Ailleurs, la mort peut être désirée, à la manière du Hollandais volant de Wagner, le sujet baudelairien capable de rêver la mort comme une délivrance. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre, dans le dernier poème des Fleurs du Mal. Tous ces éléments, sa sensibilité au tragique humain, sa capacité à transmuter la boue en or, tout cela fait toute la modernité de Baudelaire par cette poésie qui parle au plus profond de nous. Mais mieux que de beaux discours, en hommage à celui à qui nous devons tant, j'ai choisi aussi de lire des poèmes des Fleurs du Mal, afin que nous puissions tous vibrer ensemble. Les textes ont été choisis par goût et pas toujours pour rester politiquement corrects. Souvenons-nous par exemple de « Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leur plaisant dessein, le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. » Fin de citation, dans Au lecteur. En gros, c'est un appel au meurtre, on est d'accord. Cependant, l'ordre des textes, très important dans le livre des Fleurs du Mal, n'a malheureusement pas pu être respecté pour mon intervention. Cela vous donne, cela dit, un autre angle d'incidence sur l'œuvre.
Je rappelle, comme Baudelaire l'avait clairement écrit dans sa correspondance, que le livre est à lire du début à la fin. J'ajoute que la présente manifestation n'est qu'une invitation au voyage, à la lecture ou à la relecture de ce livre génial dans son intégralité et même dans les diverses éditions qu'il a connues. D'abord celle du 21 juin 1857, mais qui fut mutilée de 6 pièces condamnées. Donc il y avait dans l'édition de 57 essentiellement 5 sections avec une dédicace et un poème liminaire au lecteur, puis les sections Spleen et idéal, Fleur du mal, Révolte, le vin et la mort. Mais il fut mutilé de 6 pièces car il a été condamné par la justice de l'époque, c'était le 20 août 1857. Il y a donc eu un procès. Baudelaire, la poésie de Baudelaire ne plaisait pas au pouvoir en place, on y reviendra. Et il y a eu un procès, et à l'issue du procès, 6 pièces ont été condamnées, le livre a été amputé de 6 poèmes. Puis le 9 février 1861, il y a eu une autre édition, plus complète, avec pas seulement le remplacement, on va voir toute une évolution pour combler le trou laissé par les textes. Et vous voyez que la structure n'est pas la même, on y reviendra. Puis en 1866, il y a eu les épaves, publiées en Belgique, etc., etc. Alors, en effet, Baudelaire, meurt en 1867 sans avoir pu réaliser le projet d'une édition définitive des Fleurs du Mal. Celle qui paraîtra en 1868 et qui se prévaudra de ce qualificatif n'aura pas été contrôlée par l'auteur et sera due à ses amis exécuteurs testamentaires Charles Asselineau et Théodore de Banville. La version de février 1861 des Fleurs du Mal, celle dont je vous projette la structure, est donc bien celle que nous savons conforme à la pensée de son auteur. D'ailleurs, au moment de faire paraître l'édition de 1861, Baudelaire écrit à sa mère le 1er janvier dans une lettre, il lui dit « Pour la première fois de ma vie, je suis presque content. Le livre est presque bien. » Ça fait rêver quand même. Le maître-livre de notre littérature, enfin l'un des maîtres-livres de notre littérature, le livre est presque bien. C'est d'une modestie incroyable. Les éditions modernes, celles que l'on peut trouver chez NRF Poésie Gallimard et présentées par Claude Pichois, le grand spécialiste en France de Baudelaire, mais aussi celles que l'on trouve chez Garnier Flammarion, établies et mises à jour par Jacques Dupont, autre grand spécialiste, sont du reste absolument correctes de ce point de vue, puisqu'elles présentent d'abord la version de février 1861 avec les différentes sections, les sections bien connues, que je vais vous présenter maintenant. Tout commence par une dédicace. Donc Les Fleurs du Mal, le livre qui cherche à dépeindre toute la beauté du mal. C'est un pari, évidemment. Et il y a une dédicace. Cette dédicace, au poète impeccable, au parfait magicien est-ce lettre française, à mon très cher et très vénéré maître et ami, Théophile Gautier, avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives. C.B. Charles Baudelaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une première version de cette dédicace qui était un texte beaucoup plus long et dont Théophile Gautier n'a pas voulu, parce qu'il ne voulait pas avoir assumé un certain nombre de choses non plus. Et cette version, qui est la version définitive que nous connaissons, est en fait la deuxième ou troisième version, car il y avait une petite faute qui a été corrigée. Cette très flatteuse dédicace par Baudelaire des Fleurs du Mal à Théophile Gautier cachera mal sa désaffection à l'égard de l'auteur d'Émaux et Camée, en qui il ne reconnaît plus le créateur passionné d'Espagna ou de la comédie de la mort. En effet, à cette époque, Théophile Gautier évolue. Il sombre sans le savoir dans un des derniers pièges du classicisme, tandis que Baudelaire, en pleine lucidité, inaugure l'âge de la modernité. Puis vient le long poème au lecteur. Au lecteur. Ouvrir les Fleurs du Mal, c'est entrer dans un espace poétique soigneusement mesuré, jalonné, balisé par son inventeur et occupant. Le long poème au lecteur ouvre les Fleurs du Mal auquel il sert de préface ou plutôt d'avertissement. D'une intensité dramatique savamment accrue de quatrain en quatrain,
Le texte culmine en une confidence et une interpellation vigoureuse. Hypocrite lecteur. De tous nos maux, l'ennui est le plus pernicieux. En jouant le jeu de la lecture, le lecteur n'échappera pas à sa monstrueuse étreinte. Je vais vous dire le poème au lecteur. Au lecteur. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de viles pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serrés, fourmillant comme 1 million d'helminthes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend en fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leur plaisant dessein le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant, dans les ménageries infâmes de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafauds en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, qui me déchire, aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'en peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire. Je l'ai jeté au fond d'un puits, et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la margelle. Je l'oublierai si je le puis. Au nom des serments de tendresse, dont rien ne peut nous délier, et pour nous réconcilier comme au beau temps de notre ivresse, j'implorai d'elle un rendez-vous. Le soir, sur une route obscure, elle y vint, folle créature, nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était encore jolie, quoique bien fatiguée, et moi, je l'aimais trop, voilà pourquoi, je lui dis, sors de cette vie. Nul ne peut me comprendre, un seul, parmi ces ivrognes stupides, songea-t-il dans ces nuits morbides à faire du vin un linceul? Cette crapule invulnérable, comme les machines de fer, jamais ni l'été ni l'hiver n'a connu l'amour véritable. Avec ses noirs enchantements, son cortège infernal d'alarmes, ses fioles de poison, ses larmes, ses bruits de chaînes et d'ossements. Me voilà libre et solitaire, je serai ce soir ivre-mort, alors sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre, et je dormirai comme un chien. Le chariot aux lourdes roues chargé de pierres et de boue, le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu. Je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la sainte table. De nouveaux textes voient leur apparition, bien entendu, dans ces sections. De nouveaux textes, le purgatoire d'incompréhension dans lequel Charles Baudelaire se retrouve emprisonné n'est pas improductif. Il se révèle au contraire l'antichambre d'une nouvelle écriture poétique. Nous assistons en quelque sorte à la réversibilité du Guignon, comme dans les vers qui clôtureront Le Grand Voyage, le nouveau poème final des Fleurs du Mal dans la version de 1861. Le poète semble s'exhorter lui-même à tirer les fruits de cette cuisante humiliation. À l'infamante société, à l'ignoble destin, il réclame de nouveaux affronts. Il dit « Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. »